Nous voici donc maintenant au paragraphe 12 du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Et donc, on se souvient que nous avons basculé dans la deuxième partie du texte, le point de rupture étant les paragraphes 8 et 9. Kant, en effet, dans toute la première partie du texte, vous vous en souvenez, a d'une part défini ce qu'on pouvait appeler les Lumières, comme cette sortie pour les hommes de l'état de minorité, afin d'accéder à ce que Kant appelle la majorité, c'est-à-dire le moment où les individus sont capables de penser par eux-mêmes. Kant a étendu cette question des Lumières ensuite à la question justement du comportement des citoyens pour parvenir à ces Lumières, et Kant a défendu l'idée qu'il fallait laisser aux citoyens une grande liberté dans ce que Kant appelle l'usage public de la raison, c'est-à-dire que Kant défend l'idée qu'un débat public était possible et devait avoir lieu dans la société si nous voulions accéder aux Lumières. Dans toute cette première partie du texte, Kant avait surtout axé son propos autour de la question de religion, pour des raisons historiques, comme je vous l'avais expliqué. Jusqu'au XVIIIe siècle, la religion jouait un rôle fortement législateur au sein de la société. C'est la première instance de censure, c'est le pape qui ordonne la mise à l'index d'un certain nombre de livres. Et Kant s'était prononcé dans le texte pour une liberté de culte, mais surtout une liberté de réflexion autour des principes et des dogmes de l'Église. Le bascule qui s'opère au paragraphe 9 et 10, c'est que Kant va désormais aller vers la dimension plus politique, c'est-à-dire vers la question de que faut-il faire dans une société par les lois, par le gouvernement, pour favoriser l'accès aux Lumières. Et on se souvient que ce passage est permis dans le texte de Kant par l'évocation de la grande figure tutélaire du texte, le personnage de l'empereur Frédéric II, qui est l'empereur de Prusse au moment où Kant écrit ces lignes. Et Kant voit dans la figure de cet empereur ce qu'il appelle un gouvernement éclairé, parce que précisément Frédéric II laisse une grande liberté de ton et de réflexion à ses citoyens. Au sein de ce paragraphe 12, donc, Kant va en quelque sorte revenir sur cette idée en montrant bien qu'il a tout d'abord écarté la question de la religion, ce que je viens de vous expliquer, qu'il a d'abord traité de cette question de religion parce qu'elle lui semblait essentielle. Il va montrer qu'il y a une question qui finalement n'est plus d'actualité en son époque, c'est la question des sciences, parce que Kant estime que les sciences ont été libérées de la tutelle des gouvernements et de la religion. On verra que Kant fait probablement ici référence à ce qui s'est passé après Galilée, où effectivement les scientifiques ont atteint une forme de liberté d'expression pour leur pensée. Et Kant va terminer ce paragraphe de nouveau en évoquant la question politique et en allant même encore plus loin que ce qu'il a pu dire précédemment, puisqu'on le verra, le paragraphe 12 est en quelque sorte un appel à la discussion publique des textes de loi, bref, quelque chose qui ressemble à une démocratie, ou en tout cas une république très aboutie, ce qui n'est évidemment pas du tout le modèle que l'on connaît à l'époque de Kant, et Kant nous projette là, à travers ce texte, dans un modèle politique qui est pour lui un espoir, mais qui n'est pas encore advenu au moment où Kant écrit ces lignes. Je vais bien évidemment lire le paragraphe, et comme d'habitude, le commenter d'un bout à l'autre. Kant écrit « J'ai porté le point essentiel dans l'avènement des Lumières sur celles par lesquelles les hommes sortent d'une minorité dont ils sont eux-mêmes responsables, surtout sur les questions de religion. Parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, nos maîtres n'ont aucun intérêt à jouer le rôle de tuteurs sur leur sujet. Par-dessus le marché, cette minorité dont j'ai traité est la plus préjudiciable et en même temps la plus déshonorante de toutes. Mais la façon de penser d'un chef d'État qui favorise les Lumières va encore plus loin et reconnaît que, même du point de vue de la législation, il n'y a pas danger à permettre à ces sujets de faire un usage public de leur propre raison et de produire publiquement à la face du monde leurs idées, touchant une élaboration meilleure de cette législation même, au travers d'une franche critique de celle qui a déjà été promulguée. Nous en avons un exemple illustre, par lequel aucun monarque n'a surpassé celui que nous honorons. Alors reprenons effectivement le fil du texte.
Kant, ici, nous rappelle ce qu'il vient de faire et que j'ai moi aussi rappelé. Jusqu'à présent, nous dit Kant, j'ai porté l'accent sur les questions de religion. Donc, la première partie de la phrase nous rappelle que jusqu'à présent, Kant, dans sa réflexion sur les Lumières, je vous rappelle que qu'est-ce que les Lumières, c'est le titre de l'article que traite Kant. Donc le but de Kant, c'est d'exposer dans le journal et à la face du monde justement une définition de ce qu'il appelle les Lumières, et Kant nous dit jusqu'à présent, j'ai surtout abordé la question des religions. Il a abordé la question politique au paragraphe 11, mais il est vrai que le reste du texte était principalement consacré à la question du prêtre, à la question de l'organisation des églises, etc. Et Kant en profite pour rappeler dans cette même phrase ce qu'il appelle les Lumières, puisqu'il nous dit « j'ai jusqu'à présent réfléchi à l'avènement des Lumières », il nous rappelle ce que sont les Lumières. C'est ce moment où l'ensemble des individus, l'humanité tout entière, va sortir de la minorité, c'est-à-dire de cet état dans lequel les individus ne pensent pas par eux-mêmes, ils se laissent aller, je vous rappelle, à la tutelle des autres, à suivre la parole d'autorité, ils suivent leurs passions, leurs désirs, ils suivent des opinions sans se demander s'ils sont capables de penser par eux-mêmes. Et Kant nous rappelle que cet état de minorité, finalement, est la faute des individus eux-mêmes, puisque, Kant nous l'avait dit, tous les individus possèdent suffisamment de raison et d'intelligence pour pouvoir penser par eux-mêmes. Donc, cette première portion de phrase est en quelque sorte le bilan de ce qui a précédé. Kant nous dit, pour les questions religieuses, j'ai jusqu'à présent suffisamment réfléchi, et Kant, on peut tirer un bilan de ce que nous a dit Kant. Kant, vous vous en souvenez, a été très clair. Il nous dit qu'en matière de religion, il faut laisser une liberté totale aux individus pour réfléchir sur les fondements des religions, sur le dogme. Il doit y avoir une liberté des individus à critiquer leur propre religion, à commenter, analyser en bon théologien la manière dont l'Église se produit, la manière dont les églises doivent s'unir, la manière dont le culte doit être rendu. Et Kant a même ajouté que le rôle du prince n'était même pas d'être tolérant, c'est-à-dire d'autoriser d'autres religions que la sienne. Le rôle du prince, c'est de favoriser ce que nous appelons une laïcité aujourd'hui, c'est-à-dire l'expression de toutes les religions possibles, sans qu'une seule, finalement, dépasse les autres. De ce point de vue-là, Kant, et je vous l'avais dit, un avant-gardiste, en proposant une liberté totale de réflexion autour de la religion, mais comme à chaque fois, vous le savez, Kant ajoute en mouvement de balancier que, bien évidemment, le prêtre, par contre, quand il fait la messe ou quand il est au sein de son église, doit, cette fois, puisqu'il est dans l'usage privé de la raison, suivre ce que lui dit son église. Donc la question religieuse est traitée, nous dit Kant. Et Kant ajoute, il y a une question dont il ne va pas traiter. Quelle est cette question dont il ne va pas traiter? Eh bien, nous dit-il, c'est la question des arts et des sciences. Alors, pourquoi ne va-t-il pas traiter de cette question? Parce que, pour lui, elle est déjà réglée. En ce qui concerne les arts et les sciences, nos maîtres n'ont aucun intérêt à jouer le rôle de tuteur. Donc, quelque part, nous dit Kant, dans les arts et les sciences, nul, à son époque, ne songerait plus à mettre les arts et les sciences sous la tutelle, finalement, de directeurs de conscience, de maîtres, etc., etc. Alors, il y a une double raison à cette idée kantienne. Il y a d'une part le mouvement historique que Kant a vécu depuis le XVIIe siècle et où on a vu finalement la science triompher de toutes les idéologies. Alors, nous l'avons étudié cette année, le grand point de départ de ce triomphe de la science, c'est bien évidemment la bataille engagée par Galilée contre le pape. Alors une bataille que n'a pas engagée volontairement Galilée et qu'à la limite il a perdue, puisque comme vous le savez, Galilée a été condamné dans l'énoncé de ses thèses. Galilée qui défendait un point de vue contraire à celui de la Bible, et notamment aussi contraire à celui d'Aristote, en disant que la Terre n'était absolument pas le centre d'un cosmos, mais qu'il y avait bien un univers et que la Terre n'était pas plus un centre qu'aucune autre planète. Cette idée galiléenne a été violemment combattue par le dogme religieux, puisqu'elle allait contre les affirmations à la fois des doctes de l'Église, mais aussi contre l'affirmation du livre sacré. Mais vous vous en souvenez, si Galilée a été condamné, finalement sa pensée s'est imposée, puisque elle reposait sur des calculs, sur des observations expérimentales, et que tous les autres scientifiques ayant fait les mêmes calculs, ayant fait les mêmes expérimentations que Galilée, ils en étaient arrivés à la conclusion que finalement Galilée avait raison. Donc la science, en quelque sorte, s'est imposée contre les idéologies de son époque, et déjà à l'époque de Kant, plus aucun
plus aucun prince et plus aucun finalement prélat religieux n'oserait s'en prendre à la science et dire à la science ce qu'elle a à faire. Mais Kant ajoute un autre argument dans son texte, la question de l'intérêt. Kant nous dit que de toute façon, aucun maître n'aurait intérêt à jouer le rôle de tuteur concernant les arts et les sciences. Alors là, il est question d'un intérêt au sens propre du terme, c'est-à-dire que au siècle de Kant, les sciences et les arts commencent à apporter, notamment à l'industrie qui est naissante, je vous rappelle, mais aussi, on va dire, au développement de la technique. Les sciences et les arts apportent des avancées qui sont tellement importantes et qui permettent un tel enrichissement de la société que finalement, Kant nous dit, les maîtres, les rois, les seigneurs ne peuvent plus aller contre les scientifiques parce que finalement, ces scientifiques, grâce à leurs inventions, sont en train d'enrichir et de donner du pouvoir à ces mêmes rois et ces mêmes maîtres qui donc évidemment se tireraient une balle dans le pied s'ils prétendaient aujourd'hui empêcher le développement des sciences et des techniques. Donc ici, Kant est ce qu'on pourrait appeler un pragmatiste. Il a un esprit pragmatique, c'est-à-dire qu'il nous dit que ce qui fait qu'aujourd'hui les sciences et les techniques ont échappé à la tutelle des directeurs de conscience, eh bien c'est le fait que ces sciences et ces techniques sont suffisamment performantes pour apporter des avantages à la société, et que donc plus personne au sein de la société n'oserait nier ces avantages et donc n'oserait aller contre les sciences et les techniques. Je vous rappelle que Kant écrit ce texte à la fin du XVIIIe siècle, à un moment où on commence à connaître en Europe un bascule vers ce qui sera la grande révolution industrielle. Nous vivons une époque où la modernisation des sciences et des techniques, qui est balbutiante encore, mais qui commence à se généraliser, permet de grandes améliorations dans l'agriculture, dans la gestion des maladies, dans l'assèchement des terrains, etc. Émergent peu à peu des scientifiques et des ingénieurs qui aident les princes à construire notamment des armes de guerre, à construire des forteresses, etc., etc. Et donc Kant nous dit, eh bien, au regard de tous ces avantages qu'apportent les sciences et les techniques, aujourd'hui, plus personne ne songerait évidemment à les mettre sous tutelle, c'est-à-dire à leur interdire de continuer à se développer en disant aux scientifiques ce qu'ils doivent penser et les empêcher d'aller contre cette pensée. Donc Kant nous dit qu'il a beaucoup parlé de la question religieuse, Kant nous dit qu'il ne parlera pas de la question des sciences et des techniques, des arts et des sciences, parce que cette question, finalement, s'est réglée d'elle-même, à la fois historiquement, mais aussi par intérêt. Et puis Kant, fin de phrase, nous explique aussi que s'il a beaucoup insisté sur la question religieuse, c'est parce que, finalement, nous dit-il, l'état de minorité dans laquelle la religion maintenait les individus était la plus préjudiciable et la plus déshonorante de toutes. Autrement dit, Kant nous dit ici que l'état de misère intellectuelle sur les questions de religion étaient finalement les plus embêtantes pour l'émancipation de l'humanité. Alors, est-ce que c'est vraiment le sentiment de Kant? Oui, sans doute, puisque, comme vous le savez, Kant est au fond de lui, comme la plupart des gens de son époque, profondément religieux, et Kant pense qu'effectivement, la religion manipule les sujets les plus importants, la religion manipule la question du devenir de l'humanité, de son avenir post-mortem, des questions aussi de morale, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire après la mort, etc., etc. Bref, pour Kant, la religion manipule des sujets tellement importants qu'effectivement, quand la religion interdit qu'on réfléchisse à ces sujets-là, elle joue un rôle fondamentalement préjudiciable contre l'humanité. Mais à critiquer aussi violemment la religion, on peut se demander aussi si d'un point de vue rhétorique, Kant n'est pas en train, par la même occasion, de, on va dire, minimiser ce qui va suivre. C'est-à-dire que Kant finalement attire l'attention sur la religion, dont il sait déjà que Frédéric II en Prusse, l'avis de Frédéric est déjà fait sur la religion. Frédéric, l'empereur de Prusse, est un roi éclairé, un empereur éclairé qui a déjà tranché sur la question de la religion et qui a choisi en faveur de la liberté religieuse. Et donc, finalement, quand Kant dit la question religieuse est la plus préjudiciable, etc., il va dans le sens de l'empereur. Et donc, quelque part, il s'attire sa sympathie. Alors que ce qui va suivre, et qui commence à la phrase suivante par un mais, va être une attaque ou en tout cas un conseil donné à l'empereur d'une toute autre nature. C'est-à-dire que dans la deuxième partie du paragraphe, Kant va donner des conseils politiques à l'empereur Frédéric II
et des conseils, on va le voir, extrêmement modernes pour son époque, et Kant n'est peut-être pas sûr que l'empereur entendra ça d'une bonne oreille. Donc, il y a, on va dire, une stratégie oratoire de la part de Kant, à dire que finalement la religion c'était le plus gros des problèmes, que les religieux finalement en maintenant la minorité faisaient subir la menace la plus déshonorante aux individus, comme si finalement ce qu'il allait dire dans la suite du texte concernant la vie politique et notamment la constitution des lois allait de soi et finalement tout le monde devrait être d'accord. En suggérant que tout le monde devrait être d'accord, Kant finalement dit à l'empereur « Oui, 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 vous devriez m'écouter même si je dis quelque chose qui ne va pas vous plaire ». Bref, Kant ici joue un double jeu. D'une part, il est extrêmement convaincu que les questions religieuses étaient essentielles et il est bien heureux qu'il y ait désormais une plus grande liberté religieuse, mais Kant aussi est en train de dire que finalement, si on a surpassé la difficulté religieuse, les questions politiques qui vont suivre sont peut-être des questions plus simples à traiter et l'empereur devrait donc plus facilement encore réussir à faire ce que Kant lui conseille de faire. Alors qu'est-ce que Kant précisément propose de faire à l'empereur? La façon de penser d'un chef d'État qui favorise les Lumières va encore plus loin. Alors voilà, on revient sur cette idée d'un bon gouvernement, ce que Kant a évoqué au paragraphe 11, c'est-à-dire d'un chef d'État qui s'est mis en route pour favoriser les Lumières. Et je vous rappelle que c'est ainsi que Kant a caractérisé Frédéric II, l'empereur de Prusse, à son époque. Donc, Kant nous dit, un chef d'État qui favorise les Lumières, c'est-à-dire quelqu'un comme vous, Monsieur Frédéric II, doit encore aller plus loin. Aller plus loin que quoi? Aller plus loin que ce qui a été proposé au paragraphe 11. Au paragraphe 11, Kant s'était contenté de dire qu'un empereur éclairé devait veiller à ce que la plus grande liberté religieuse règne en son pays. Alors c'était déjà un acquis fondamental, puisque ça n'a pas toujours été le cas ni en Prusse ni dans le reste de l'Europe, donc c'était une étape importante, elle a été surpassée, mais il faut aller encore plus loin, dit Kant. Aller plus loin vers quoi? Il doit reconnaître que même d'un point de vue de la législation, donc voilà, désormais, on quitte la question spirituelle des religions, on quitte la question, on va dire, de la manière dont l'empereur se mêle de religion au sein de son royaume, notamment pour garantir la liberté religieuse. Maintenant, on va plus loin puisqu'on rentre dans la question de la législation, c'est-à-dire la question essentielle en politique de faire les lois. Je vous rappelle que finalement, il n'y a de société civile que parce que les individus constituent cette société civile en se choisissant un gouvernement et surtout en trouvant des lois qui permettent un équilibre des libertés qui empêche que la liberté des uns vienne servir à nuire à tous les autres individus. Donc la question de la législation, c'est-à-dire la question de la loi, est vraiment la question centrale de la politique. Donc voilà que Kant, désormais, s'engage dans la question centrale de la politique en nous disant ce que doit faire un despote à propos justement des lois, c'est-à-dire à propos de la manière de faire les lois, donc de gouverner et de diriger un pays. Et bien donc, l'empereur éclairé, Frédéric II, doit comprendre que, y compris du côté des lois, il n'y a pas de danger à permettre aux sujets à faire un usage public de leur propre raison. Donc, Kant nous dit, même concernant les lois, les individus, les citoyens, doivent avoir une totale liberté de participer au débat public sur ces lois. Autrement dit, ce que réclame Kant ici, c'est vraiment un régime politique libéral dans lequel chaque citoyen doit avoir voix au chapitre quand il s'agit de discuter des lois. Alors, rappelez-vous qu'on est toujours dans la thématique kantienne de l'usage public de la raison. Évidemment, ce que veut dire Kant par là, c'est que vous vous en souvenez, quand on est citoyen, on a le droit, dit Kant, de discuter des lois dans le débat public, mais ensuite, il faut y obéir. C'est-à-dire que quand on est confronté à ce que Kant appelle l'usage privé, c'est-à-dire par exemple quand il s'agit, on peut discuter par exemple, et c'était l'objet, vous vous en souvenez du paragraphe 2 et 3, on peut discuter par exemple de la valeur de l'impôt. On peut, faut-il faire des impôts, faut-il les augmenter, faut-il faire un impôt sur la richesse, faut-il faire un impôt, etc. On peut discuter de plein de choses, dit Kant, dans un débat public, mais après, quand on est
dans l'usage privé, c'est-à-dire quand on est un citoyen qui cherche à maintenir l'unité nationale, eh bien là, il faut obéir, c'est-à-dire tout simplement, il faut payer ses impôts, et nul n'a le droit à ce moment-là de dire oui, mais moi dans le débat j'étais opposé, donc maintenant je ne les paye pas. Mais vous voyez que Kant introduit quand même cette idée qu'il doit y avoir un débat public organisé avec les citoyens à propos des lois. Et vous voyez qu'il nous dit les citoyens doivent avoir le droit de produire publiquement à la face du monde leurs idées touchant une élaboration meilleure de cette législation. Donc Kant nous dit ce n'est pas simplement au souverain de faire les lois, le souverain n'est pas dans un pouvoir absolu, il doit écouter ce que les citoyens autour de lui ont à lui dire à propos de la loi. Alors, Kant est-il, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, un véritable démocrate? Pas forcément. En tout cas, il imagine une démocratie, j'ai envie de dire, autour d'un empereur, c'est-à-dire un système qu'on pourrait qualifier de parlementaire, ou en tout cas un système dans lequel l'ensemble des citoyens seraient amenés à pouvoir commenter, critiquer des législations qui seraient faites par ailleurs par un gouvernement. Mais vous voyez que c'est quand même par rapport à ce qu'a connu l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des monarchies absolues, on est dans quelque chose de radicalement différent. Comme son nom l'indique, dans la monarchie absolue de droit divin, le roi avait tout pouvoir qu'il était censé tenir de la divinité, et donc comme il avait tout pouvoir, il était le seul capable de prendre des bonnes décisions pour son peuple, puisqu'il était censé amener sur terre le royaume de Dieu, puisque lui-même était là pour accomplir cette parole finalement divine. Et donc seul le roi avait à décider de ce qui était bon pour son peuple, et la parole du roi n'était pas critiquable. On ne critiquait pas les décisions prises par Louis XIV, par Louis XVI, etc. Ici, Kant imagine un système radicalement différent. Il imagine un système dans lequel, même si c'est encore l'empereur ou le roi qui peut éventuellement, ou une chambre qui peut prendre des décisions politiques, eh bien, les citoyens ont tout à fait le droit de participer à un débat autour de ces lois. Alors, je vous dis, ça peut aller très loin, puisqu'il est probable que si Kant s'était répandu beaucoup plus sur la question politique, il n'y a pas véritablement de texte politique chez Kant. Les opuscules sur l'histoire font des réflexions profondément politiques, mais en tout cas, Kant n'a pas véritablement fait état de sa vision politique, mais on le sait par des indices, notamment le fait qu'il vénérait la Révolution française, que Kant était plutôt un républicain. Et vous voyez qu'ici, ce qu'il imagine, c'est, à la limite, il nous dit un empereur peut, dans un premier temps, conduire le peuple vers sa majorité en lui laissant utiliser sa parole, sa raison de façon publique. Si les Lumières adviennent peu à peu, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de cet empereur et que toute loi peut être discutée finalement publiquement sans avoir au départ été de l'émanation d'un empereur. Donc si on fait de la politique fiction à la place de Kant, Kant est plutôt favorable à des systèmes que nous qualifierions aujourd'hui de démocratiques. Et ça, c'est vraiment, à l'époque de Kant, quelque chose de neuf. Kant écrit avant que, par exemple, en France n'éclate la Révolution française. Alors il y a bien déjà aux États-Unis quelque chose qui frémit et qui est en train de se mettre en place. Mais vous voyez que Kant fait vraiment partie de ce mouvement tout à fait moderne autour de la politique qui vise à redonner aux citoyens la capacité à parler autour des lois. Et Kant va même très loin, puisque vous voyez, non seulement les citoyens doivent participer au débat public, mais ils ont aussi le droit finalement, d'une franche critique sur les lois qui ont été promulguées. Donc, Kant nous dit qu'il faut autoriser les citoyens à critiquer des lois quand elles ont été faites par le gouvernement et que les citoyens ne sont pas d'accord avec ces lois du gouvernement. Kant reconnaît ici un droit à manifester contre les lois, ou en tout cas à, effectivement, prendre la parole dans le débat public pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et vous voyez que l'idée finalement est tellement innovante et nouvelle, cette idée d'une société dans laquelle il y aurait une liberté pour le peuple de critiquer les lois. L'idée, Kant le sait très bien, va tellement choquer, et elle risque même de choquer l'empereur lui-même, que Kant finit par un petit compliment, une petite flagornerie pour flatter Frédéric. Kant nous dit, d'ailleurs nous en avons un exemple illustre d'un souverain aussi éclairé, la preuve, c'est que jamais aucun monarque dans l'histoire n'a été meilleur
que celui que nous honorons aujourd'hui, c'est-à-dire que Frédéric II. Donc, petite phrase au final pour dire d'abord l'admiration que Kant a, je vous l'ai déjà dit, elle est sincère, que Kant a pour Frédéric II, mais aussi précaution oratoire. Le monarque éclairé, celui qui est capable de faire ça, nous dit Kant, c'est sans doute le monarque que nous avons aujourd'hui, puisque nous n'en avons jamais eu un de meilleur. Kant est un flatteur ici, mais Kant est intimement convaincu, je vous le rappelle, que l'histoire est en route, que quelque chose est en train de se produire, et que peu à peu vont émerger dans son pays, mais aussi dans toute l'Europe, les conditions pour une émancipation des individus, que les Lumières sont en route, et Kant est sans doute à moitié sincère quand il dit à l'empereur de son époque que finalement quelque chose est en train d'avoir lieu qui doit mener l'humanité vers ses Lumières.